Bonjour, on est ravis d'être là déjà pour commencer. On remercie Solène, Riyad, Coco et tout Éclore de nous inviter à parler d'un sujet qu'on affectionne particulièrement. Je dois dire un spécial merci parce que ça fait 5 mois que je n'ai pas travaillé et que je reprends le travail lundi et que je ne me rappelais plus exactement pourquoi est-ce que je reprenais le travail. En préparant cette intervention, en fait, je me suis rappelé pourquoi j'aimais tant mon métier et pourquoi il était important pour moi de le faire. Alors déjà, merci, et puis merci à vous de nous écouter. Pour présenter rapidement, en fait, on a créé, Baki et moi ensemble, une agence il y a 5 ans, Raise, qui fait de l'activation digitale, et dès le départ, par nos parcours, c'était hyper important pour nous de travailler dans quelque chose qui nous semblait juste. Et donc, dès le début, nos principaux clients ont été des associations, des ONG et des institutions, parce qu'en fait, elles peuvent faire le bien quand elles veulent. Et quand elles font appel à nous, en général, c'est qu'elles le veulent. Baki, complète ? Ouais. Et nous faisons de l'activation digitale. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour ceux et celles qui travaillent dans des grandes entreprises, vous le connaissez dans le marketing. Nous avons décidé de travailler ces outils-là pour des campagnes citoyennes, c'est-à-dire des campagnes de masse citoyennes. C'est la capacité de faire rencontrer un besoin, ici pour nous c'est une idée, et les citoyens. Et donc nous travaillons essentiellement sur les réseaux sociaux, donc toutes celles et tous ceux qui ne sont pas dans les réseaux sociaux, on vous aime quand même, mais nous travaillons essentiellement sur ça. Et depuis peu, nous mélangeons l'activation digitale pour les territoires avec le marketing territorial. Qu'est-ce que c'est le marketing territorial? C'est quand les villes, essentiellement des villes ou des communautés de communes, veulent attirer des nouveaux dans leur ville. Et nous, ce que nous leur aidons à faire, c'est déjà de communiquer avec leurs propres citoyens avant d'essayer d'attirer les nouveaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si une ville vient vous dire « Venez chez moi », vous allez sur Facebook, LinkedIn, Twitter, vous tapez la ville et les citoyens parlent. Donc aujourd'hui, on aide beaucoup les territoires à communiquer d'abord avec leurs citoyens. C'est difficile, hein, c'est compliqué parce que naturellement, les citoyens critiquent d'abord. Mais les mairies avec lesquelles on travaille, ça se passe plutôt bien parce qu'on essaie de leur apprendre à communiquer avec les citoyens, pas en tant que produit, parce que la communication émotionnelle sous forme de produits, elle ne marche pas avec les citoyens parce qu'au final, les citoyens vont comprendre qu'on se moque un peu d'eux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces campagnes. Bon, il y a celle d'Obama, classique. Il y a la campagne en haut que j'adore, It's Not a Bretzel, qui est une campagne féministe. Et en fait, ce n'est donc pas un bretzel, c'est un clitoris. Il y a tout le street art qu'on trouve aujourd'hui sur les murs, notamment ce collectif que j'aime beaucoup qui s'appelle Furieuse, que vous trouvez en haut à gauche et qui dit ouragan, sécheresse, extinction d'espèces, on attend quoi, et tout un tas d'affiches qui aujourd'hui forment ce qu'on appelle de la propagande positive. Le deuxième mot, évidemment, c'était numérique. On s'est dit, oula. Et puis en y réfléchissant, et notamment quand Solène nous a demandé d'écrire une petite note sur nos intentions pour ce moment avec vous, on s'est dit, en fait, tout le monde utilise le numérique. À moins de vivre tout seul dans une grotte, a priori, on utilise au moins des mails, de temps en temps une recherche internet. En tout cas, on est tous concernés par le numérique. Le numérique, comme la propagande, ce n'est qu'un outil, ce n'est que ce qu'on en fait. Alors, oui, on peut répondre, Google, Facebook, Twitter, ce sont des grands méchants, ils collectent nos données. Mais c'est aussi un terrain d'expérimentation extraordinaire. C'est un lieu de combat, c'est un lieu sur lequel nos adversaires sont et sur lesquels ils gagnent si on ne prend pas la place. Sauf que, on n'allait pas rester sur Twitter. C'est bien le principe, c'est-à-dire que oui, il faut qu'on occupe l'espace, mais non, ça ne se passe pas qu'en ligne. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le numérique n'est pas déconnecté du réel. Le numérique, c'est aussi le réel. Le 1.9.90. Tout à l'heure, en faisant le partage, Riyad a fait une phrase où il disait « Les gens qui veulent détruire la planète, qui veulent détruire, ils savent s'organiser. Et ils s'organisent facilement, ils sont en réseau. » Et il me l'a déjà dit aussi, cette phrase. Nous,
quand on essaye d'améliorer le monde, on pense qu'il ne faut pas qu'on s'organise. On pense qu'il ne faut pas qu'on soit en réseau. C'est beaucoup plus difficile. Ce que nous proposons dans notre travail avec les ONG, c'est de les accompagner avec les outils du numérique à s'organiser. Parce que même si on a l'impression que le numérique c'est plutôt de la magie noire, les gens ils font monter des hashtags et ça buzz et ça crée une dynamique, en général, à 90% des fois, c'est organisé. Il y a bien des gens qui ont travaillé derrière. Et donc c'est d'où découle cette théorie des 1F90. Une fois que je vous l'ai expliqué, pour ceux et celles qui sont militants, vous connaissez, hein. Un F90, c'est que dans une micro-communauté, éclore, il y a 1% des gens qui sont capables de donner du temps, de travail, des réflexions, des constructions, 1%. Et il y a 9% qui sont capables de le diffuser, d'aider, de relayer, de dire c'est génial, de critiquer, parce que critiquer aussi en fait partie. Et 90% sont ce qu'on appelle des lurkers. C'est des gens qui like, dislike, regardent un peu ou pas. Attention, c'est jamais figé. Pourquoi c'est jamais figé? Parce qu'en face, toutes les organisations, toutes les multinationales, toutes les institutions, les grandes institutions utilisent le même système. Il y a toujours un noyau qu'on appelle dur, à éclore on l'appelle le cœur, qui donne son temps pour bosser. Ce qu'on a constaté dans les mouvements sociaux, surtout en ligne, c'est que là où on peut agir, ce n'est que sur 2 chiffres, le 1 ou le 9. Et mécaniquement, le 90, c'est fait. Si vous êtes 10 à bosser sur un projet numérique, vous dites on va lancer une campagne dans 2 jours sur l'effet papillon, et que vous y travaillez, vous construisez du contenu, vous réfléchissez, vous dites, vous prenez la tête, vous vous engueulez, vous dites non, ça je ne suis pas d'accord, et que vous sortez une campagne, si vous êtes 10, c'est sûr qu'il y a au moins 90 personnes qui sont prêtes à le diffuser. Et si vous passez à 100, l'effet est automatique. L'effet est automatique. Donc quand nous montons une campagne en ligne, le seul travail qu'on cherche à faire avec nos interlocuteurs, interlocutrices, que ce soit une association ou une ville, c'est qui est-ce qui est prêt à donner son temps pour faire monter ce sujet. 1. Qui est-ce que vous pensez qui peut être intéressé? 2. Parce que le reste, pour nous, c'est mécanique. Et c'est ces mécaniques-là que les gens qu'on appellera qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas en train d'essayer de soigner cette terre dans laquelle nous vivons, ces mécaniques-là, ils la maîtrisent beaucoup plus que nous. Et ça vient contredire un autre truc, qui est les slogans qu'on utilise souvent, facilement, parce que nous sommes dans la propagande, nous aussi, c'est nous sommes les 99%. De qui? C'est 99% des 90 plus 9 ou 99% de qui? Nous pensons que nous sommes 1% prêts à nous battre contre 1% qui détiennent les choses. Et dans tout ça, nous essayons de convaincre 98% des gens. Et donc, si on veut progresser, il faut juste qu'on reconnaisse qu'en fait, on est 1%. Et bonne nouvelle, pour le moment, c'est l'autre 1% qui gagne. Ça aussi, si on le reconnaît, c'est pas angoissant. On reste sur terre, on est tranquille, on ne se fâche pas quand les gens ne viennent pas en réunion. Parce que c'est juste qu'on n'est que 1% et ce 1% là peut changer. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de commencer à réfléchir à un modèle en F90. Et ce n'est pas figé. Il faut accepter que les gens ne puissent pas venir, qu'ils puissent sortir du cercle, comme disait Solène ce matin, qu'ils puissent rentrer quand ils veulent. Parce que si vous ne faites pas ça, on rentre dans ce qu'on appelle des organisations figées, où il fallait venir à toutes les réunions, et qui sont en train d'être désertés par les gens. Donc nous, on vous propose essentiellement de travailler sur ça, qui sont prêts à travailler, à venir un samedi toute la journée, dans une mairie où il fait très chaud, belle certes, où il fait très chaud, et y rester toute la journée. Et demain, qui sont capables de relayer leur message.
Le 1,9,90, c'est un modèle qui en fait se veut très souple. C'est un modèle où on peut être une fois dans le 1, une fois dans le 9, une fois dans le 90. En tout cas, c'est un modèle qui permet de s'organiser de manière assez efficace. Et pour continuer, parce que pour pouvoir avoir une action qui a de l'effet, il faut travailler de manière efficace, c'est important. On voulait vous parler de l'importance du travail collectif en réseau distribué. Donc là, vous avez sur la gauche 3 images, 3 types de réseaux. Complètement à gauche, c'est le réseau centralisé. Globalement, c'est l'État français. Il y a Paris, le gouvernement et le reste de la France qui en dépend complètement et qui n'a pas de communication les points les uns avec les autres. Ensuite, on a un modèle décentralisé. Donc, il y a des points principaux, mais qui se répartissent différemment. Il y en a plusieurs. Les points principaux ont des contacts les uns avec les autres, mais ce qui satellite autour de ces points principaux n'a pas de contact avec les autres points. Et enfin, le dernier modèle, qui est le modèle distribué, et c'est un modèle où en fait, tout le monde est en contact avec tout le monde. Au départ, alors ça a un peu changé, les réseaux sociaux ont été construits sur des modèles distribués. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait contacter n'importe qui, c'était le principe. On sortait de ce qu'on appelait du one-to-one dans le jargon, c'est-à-dire le mail par exemple, où c'est une personne à une personne, et on arrivait à un système où tout le monde pouvait communiquer. Alors, je ne vous cache pas que les algorithmes ont bien changé ce système-là aujourd'hui, mais c'est un mode d'organisation qui a pour vertu que si un point tombe, le reste de l'organisation continue à fonctionner. Et c'est un modèle qui sur le numérique fait ses preuves, c'est-à-dire que souvent on n'a pas le temps, on n'est pas là. Quand on décide de faire une campagne sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram, eh bien, toutes les forces vives ne sont pas forcément présentes au moment où on veut faire notre action. Et bien, l'avantage du réseau distribué, c'est que peu importe ceux qui sont là, pas là, on arrive à mener l'action à bien. Par contre, ce qu'on vous conseille, parce qu'on rencontre ça souvent, c'est de ne jamais organiser une réunion pour décider que maintenant on fonctionne en réseau distribué. Jamais. On a déjà vu des conseils d'administration réunis pour voter à l'ordre du jour, en nous appelant comme des experts, pour nous dire, bon, à l'ordre du jour, on a 2 experts, maintenant on va voter, désormais on est en réseau distribué. Mais en fait, ça devient un réseau centralisé. Le fait même de le mettre au vote est déjà centralisé. Donc la seule façon d'arriver à un réseau, et la deuxième chose, c'est qu'un réseau distribué est une dynamique transitoire. Ce n'est jamais un point fixe. Ça le devient, c'est souple, c'est liquide. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'être un réseau centralisé à donf, décentralisé à donf. C'est-à-dire vous décentralisez, vous décentralisez, vous décentralisez. Et à force de décentraliser, ça crée des dynamiques distribuées. C'est une dynamique. Donc ça ne sert absolument à rien de vous dire désormais, ça y est, j'ai décidé, ça fait 2 mots centralisés, de fonctionner en mode distribué. Ça ne sert absolument à rien. Mais de dire, ok, maintenant on va décentraliser des décisions, on va tout poser par terre, on va être de façon horizontale, on va fonctionner ensemble, on va être en cercle, on ne va pas être comme ça, avec les gens qui parlent devant, on va essayer de se voir, de nous toucher, de nous passer à côté, de sentir qu'on... Et ça fonctionne. Et ça aboutit à des moments ponctuels des réseaux distribués. Et cette dynamique-là, quand elle continue, c'est ce qui crée le réseau distribué de façon permanente. Alors, pourquoi vous parlez de réseau distribué pour le numérique ? Souvent, sur les réseaux sociaux, parce que c'est notre domaine de spécialité, on agit en meute. Vous avez peut-être entendu parler de la Ligue du LOL. Donc on agit en meute, on attaque en meute, on réagit en meute. L'avantage d'un réseau distribué, c'est qu'on ne peut pas identifier de point central. Donc comment attaquer un réseau qui n'a pas de tête ? Là, par exemple, on a un réseau qui n'est pas centralisé, qui n'est pas distribué, désolé, qui est centralisé. Et bien une fois qu'on a identifié le cœur, on peut l'attaquer sans aucun problème. Sur un réseau qui ne fonctionne pas comme ça, je vous mets au défi de faire tomber ce réseau-là. C'est pour ça qu'on vous parle de réseau distribué, c'est-à-dire de se dire, chaque point a son importance. L'idée, c'est pas d'avoir un compte LinkedIn ou Twitter ou Facebook avec 100 000 fans. L'idée, c'est que chacune puisse prendre la parole et s'exprimer. Et ce point-là, il est difficile à faire tomber parce que ce n'est pas un point central. C'est-à-dire que déjà, pour être identifié par la meute qui vient attaquer, c'est plus compliqué que quand c'est un compte énorme qui a beaucoup de poids, d'influence. Sauf que cumulé, on crée énormément d'influence sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que le discours hégémonique ? Je veux bien vous poser la question. Qu'est-ce que vous entendez quand on vous dit un discours hégémonique ?
Peut-être Apple qui parle de données personnelles et de respect des données personnelles. Ouais, ça marche aussi, c'est aussi un discours hégémonique. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Très bien. Il y a aussi les discours qui produisent des normes. Par exemple, la masculinité hégémonique, un homme ça doit être comme ci, comme ci, comme ça. Une femme ça doit être comme ci, comme ci, comme ça. Une relation de couple ça doit être comme ci, comme ça. L'amour c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, merci pour tous vos exemples et vos explications. Effectivement, c'est ça. Hégémonique, ça vient du grec hégémon, qui veut dire le leader, le chef militaire. Et aujourd'hui, quand on parle d'hégémonique, on parle donc de pensée dominante ou de... On a donné l'exemple de l'hégémonie américaine, donc c'est une puissance dominante, une pensée dominante dans la culture. Et aujourd'hui, globalement, le discours hégémonique qu'on entend le plus souvent, c'est ce que mes amis militants aiment appeler TINA. There is no alternative. Donc il n'y a pas d'alternative. C'est souvent le discours qu'on entend de la part de nos politiques. Sauf que nous, on n'y croit pas à ce discours hégémonique et on pense qu'on est capable de le changer. Au moins de le hacker. Alors, du coup, ce qu'on propose souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est de hacker l'imaginaire collectif. Hacker, ça parle à tout le monde comme mot? Ok. Comme Bakil disait, nous sommes les 1% qui nous battons contre les autres 1%, ceux qui aujourd'hui sont censés diriger le monde, pour convaincre les 98% restants. L'objectif, notre objectif, votre objectif aussi, j'espère bientôt, c'est de libérer l'espace occupé par des idées antagonistes dans l'imaginaire collectif. C'est de dire, débarrassons-nous de l'idée, par exemple, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Débarrassons-nous de l'idée America First. On est capable, en créant un autre imaginaire, en insufflant d'autres images, en tenant un autre discours, de modifier ce discours hégémonique. On ne combat pas un discours hégémonique en disant « moi je ne vais pas en entendre parler ». On ne combat pas en disant moi j'utilise même plus les réseaux sociaux, je ne regarde plus la télé. Le discours il reste en fait. C'est pas parce que vous nos neveux et nièces, souvent on fait cache-cache, et moi je suis le mauvais oncle. Hein. Quand ils font ça, je dis ben t'as juste fermé les yeux, mais en fait je te vois. Et ça les surprend. Mais c'est pas parce qu'on a fermé les yeux que les autres ne nous voient pas. Donc si on veut combattre un discours hégémonique, il faut en construire. Il faut construire les discours. Sinon, on ne combat pas. Alors, du coup, je reviens à mon premier exemple. Il y a 10 ans, 11 ans pour être exact, à peu près personne n'était vegan en France. Voire même végétarien, c'était plutôt rare et sujet à critique. Le bien-être animal, on commençait à peine à se poser la question. Et est arrivée une association dont on pense ce qu'on peut penser, mais qui a réussi à changer ce discours hégémonique. Donc c'est L214, j'imagine que tout le monde connaît, donc c'est une association qui fait des actions coup de poing et qui interpelle la société sur le bien-être animal et notamment sur la consommation de viande, de poisson, enfin de produits animaux, et qui milite pour du véganisme. Ils sont très loin d'avoir rendu toute la société française végane, on est d'accord. Simplement, avec ce genre de campagne, donc par exemple poule pondeuse, enquête dans un élevage de la Somme, ça c'est un extrait d'une vidéo YouTube, des affiches dans le métro, et toutes leurs vidéos diffusées sur YouTube et filmées en caméra cachée dans des abattoirs, ils ont réussi à modifier à la fois la manière dont les gens perçoivent les animaux, donc perçoivent la manière dont on se nourrit, et surtout, et c'est là qu'on voit qu'ils sont devenus hégémoniques, ils ont réussi à faire changer le discours des grandes sociétés. Aujourd'hui, quand on fait une recherche végane, donc je l'ai faite hier soir, vous pouvez voir, quand on fait une recherche végane dans un moteur de recherche, eh ben, les actualités qui sortent, c'est KFC qui se met au poulet vegan, Primark qui lance des cosmétiques véganes, et du fond de teint vegan, New Look, en tout cas des grandes sociétés, des multinationales, qui aujourd'hui se mettent au discours du vegan. Alors oui, c'est du greenwashing, n'empêche que une association, avec les moyens qu'elle avait, et notamment la facilité de toucher du monde via le numérique, et aussi par des actions physiques, coup de poing, ont réussi à faire changer le discours hégémonique. Il y a 10 ans, manger de la viande, ça ne posait de problème à personne. Aujourd'hui,
On est quand même sur, bon, on est plutôt flexitarien, il faut manger moins de viande, il faut faire attention au bien-être animal, même si on mange de la viande, faisons attention aux élevages. En tout cas, ils ont réussi à profondément modifier ce discours. Un deuxième exemple, Alternativa. Vous connaissez ? Association qui milite pour le climat. Un de leurs grands slogans depuis leur création, c'est « Changeons le système, pas le climat ». Moi, je vous avoue que la première fois que j'ai entendu parler d'Alternativa, je me suis dit « Oula, c'est quoi ces hurluberlus sur des vélos qui tweetent ?» Eh bien, en fait, j'avais tort. D'abord, parce que maintenant, je les aime bien. Et ensuite, parce que leur discours est devenu hégémonique au point que, quand les marches climat ont commencé, en octobre 2018, le slogan repris partout en France, c'était « Changeons le système, pas le climat ». C'est la preuve qu'un petit groupe de personnes peut changer les choses. Et donc, dans la logique des constructions des discours hégémoniques, il y a certains de nos militants, très grands militants, notamment sur le climat, qui nous disent « Oui, la preuve, pourquoi il ne faut pas communiquer? La preuve, le monde reprend les slogans. » Alors, notre posture vis-à-vis de ça, c'est de ne pas être puriste, comment on dirait ça, de façon religieuse. Nous, on pense qu'il faut convaincre la masse. Et pour convaincre la masse, il faut utiliser là où la masse se trouve. Les gens, ils se trouvent où aujourd'hui? Si par exemple, des mairies, parce qu'on travaille pour les mairies, nous disent on aimerait parler aux jeunes. Première question, est-ce que vous avez Instagram? Non. Mais vous voulez leur parler comment? Mais on a fait, on a mis dans le journal un espace jeune. Mais bravo, c'est très bien. Donc pourquoi on vous parle de ça? C'est juste attirer notre attention sur le fait que des fois, oui, KFC a repris la communication de L214, mais ça ne veut pas dire que, y compris dans KFC, il n'y a pas des mentalités qui sont déjà en train de changer et que reste à L214 de faire évoluer son discours. Et d'ailleurs, ils sont en train de le faire. Hein. Et donc, Alternativa, c'est pareil. Si aujourd'hui, même le président de la République française et d'autres disent il faut changer le système, on ne peut plus continuer comme ça. Mais est-ce qu'ils sont sincères? Ce n'est pas mon... moi, je m'en fous, en fait, de leur sincérité. Mais je sais juste qu'ils l'ont dit. Et vu qu'ils l'ont dit, ce n'est plus un discours exclu de la société. Aujourd'hui, on comprend que le système ne peut pas continuer comme ça. Et donc, comme ce n'est plus exclu, c'est sur la table. Et L214, ils ont quand même obligé tous les candidats de la présidence de la République à se positionner sur la cause animale. Pourtant, avant, c'était 4 personnes souvent, place de la Bastille à Paris, qui se badigeonnaient de sang. Et aujourd'hui, leur discours est entendu partout. Donc c'est un exemple des 1% qui se donnent à fond pour faire évoluer quelque chose. Ce qu'on cherche à dire, c'est que dans cette stratégie-là, le numérique est un outil hyper puissant, parce qu'en fait, il est accessible à tout le monde. Alors, on peut hyper facilement créer un compte Twitter, créer un compte LinkedIn, créer un compte Facebook et créer un réseau auquel on parle. Nos adversaires, qui détestent ce mot, mais moi j'aime bien l'employer, nos adversaires, c'est ceux qui luttent pour l'inverse de ce à quoi on inspire. Eux, ils n'hésitent pas à le faire et ils sont majoritaires. Quand on voit comment Trump, le FN, s'organise en ligne, je peux vous dire que c'est hyper puissant. On l'a montré, il y a plein d'études qui ont montré l'organisation en meute, dont je vous parlais tout à l'heure, du FN et de Trump qui ont le même genre d'organisation. C'est hyper puissant parce qu'ils n'hésitent pas à utiliser ces outils-là. On ne peut pas leur laisser l'hégémonie de ces outils-là. On est obligé d'aller sur ce terrain-là, pas forcément de parler avec eux ou contre eux. D'accord ? L214, au départ, ils ne parlaient pas forcément... Alternativa, par exemple, ne parle pas forcément contre Total. Ils ont juste un contre-discours. Ils disent autre chose est possible, on tend vers autre chose. Moi, je ne vous dis pas d'aller vous battre avec des gars du FN ou avec des fachos sur Internet, loin de là. Je vous dis de tenir votre propre discours, un discours positif et de créer une onde humaniste. Et c'est là... Et on en vient quasiment à la fin de notre intervention, avec un sujet un peu personnel. Début août, c'était ça qu'on s'est vu ? Début août, Solène nous appelle et nous dit « Venez, on va déjeuner ensemble pour préparer votre intervention. » Ok, bien sûr, pas de problème. Donc elle vient nous voir près du bureau et on ne parle absolument pas de notre intervention. En fait, on parle... 2 heures de déjeuner. En fait, on parle d'un sujet beaucoup plus sensible,
qui n'est pas un secret, qui est que Baki et moi avons perdu nos enfants au milieu de la grossesse. Il y a 3 mois hier. On parle de ça avec Solène, et on en parle longtemps, en sincérité, une discussion qui fait du bien. Et Solène nous dit, je sens que c'est juste que vous en parliez lors du festival Éclore. Et moi je lui dis, écoute, c'est un sujet dont je parle aisément, donc oui. Et je me dis, mais vraiment, elle me met dans une position, mais comment est-ce que je vais mêler ça à mon intervention sur propagande et numérique? Et puis ça travaille, ça vient pas, elle m'appelle, elle me rappelle, et j'évite le sujet. Et hier soir, j'ai une sorte de fulgurance, c'est-à-dire qu'on finit notre présentation, et je dis à Baki, j'aimerais finir sur une chose, j'aimerais montrer qu'une seule personne peut créer une onde positive en ligne. Je rentre un soir chez moi, d'ailleurs c'est pas chez moi, c'est à l'hôtel, tard, après un mariage, où j'étais assis avec des sages-femmes à la table, et où j'ai parlé de la perte de nos enfants. Et je rentre et je me dis, en fait, les gens n'en parlent pas assez, c'est un sujet qui est tabou. Et à 3h du matin, il dormait à côté, je décide de rédiger ce qu'on appelle un thread sur Twitter, donc une série de tweets qui racontent mon histoire. Sur mon dos, littéralement. Et comme Coco, exactement, je me dis, bon, 3h du matin, c'est pas vraiment un moment pour poster des choses sur Twitter, donc je vais attendre le matin. Arrivé 8h du matin, évidemment, je me réveille, j'ouvre les yeux, j'appuie sur envoyer. Et donc, j'écris ce thread. Le silence autour de ces sujets nous laisse dans une solitude infernale. Alors je parle. Dire que j'ai perdu mes enfants est une façon pour moi d'ouvrir la discussion, de dire à l'autre, toi aussi, tu peux me dire ce qui ne va pas. Et je ne m'attendais pas à ce qui a suivi, et là tu peux passer à la slide d'après, c'est qu'en fait, des femmes, beaucoup de femmes, ont commencé à raconter leurs histoires. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'elles parlaient, parfois 40 ans après. Voilà, par exemple, on a ce tweet, j'ai fait une fausse couche au 4e mois, 23 ans après, je me souviens de la violence du Gigi qui m'a dit ce vendredi où je pensais apprendre si nous aurions une fille ou un gars, je crois que le cœur ne bat pas, mais j'ai une urgence, revenez lundi. Et j'ai collecté des dizaines et des dizaines de témoignages de femmes, par exemple le tweet d'en dessous, je parle peu de tout cela, c'est la première fois que je me livre ainsi, et ça a créé vraiment un élan autour de mon témoignage qui était sincère de me dire, en fait, on est dans le silence et ça m'est vraiment venu parce que pendant notre discussion, les 8 personnes autour de la table, 7 nous ont dit soit des problèmes d'infertilité, soit des fausses couches. Et en fait, personne n'en parlait et chacun reste dans son coin à se dire je suis seul au monde à vivre cette douleur, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et qu'en parlant, on crée un élan positif. Moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque personne puisse se livrer de manière sincère, positive, pas forcément sur des sujets aussi intimes, mais voir à quel point ça peut créer un effet papillon, à quel point le fait de parler sur les réseaux sociaux, même toute seule, alors, je suis seule à parler, mais j'ai créé une onde que j'espère positive de femmes qui ont pu parler, livrer leurs témoignages, alors qu'elles ne l'avaient jamais fait avant. Comme vous avez dû le constater, cette dernière partie, je ne suis pas très à l'aise avec. Parce que j'ai fait partie de ces gens, quelqu'un disait tout à l'heure, discours hégémonique, tu es un homme. Je fais partie de ces gens à qui sa mère a dit, très jeune, que tu ne peux pas pleurer face à tes sœurs. Et je me bats contre ça depuis, ça fait 40 ans que je me bats contre ça. Mais des fois, dans des moments comme ça revient quand même. Ça sert aussi des supports psychologiques pour encaisser un certain nombre de chocs. Mais n'empêche que je ne suis pas le premier à parler des sujets comme ça. Et en fait, la difficulté, lorsqu'on n'est pas sincère, transparent sur le web, c'est que le web a la violence tendance à extérioriser ce qu'on pense tout bas. Ça, c'est le web. Des fois, on fait un tweet, un post, on déclare son amour à Pôle emploi. Les gens, ils voient l'intention derrière. En fait, on ne peut pas, et encore, les algorithmes aussi, parce que les algorithmes savent à peu près comment tu écris, ils savent à peu près qui est-ce qui peut être intéressé par ce que tu dis, et eux, ils vont le propager aux bonnes personnes. Donc, il vaut mieux être sincère tout de suite, parce que de toute façon, ça va revenir en boomerang. Donc, si vous êtes en train de travailler sur un projet, quel qu'il soit,
Si vous avez des difficultés, des émotions personnelles, des questions personnelles, dites-le. Commencez pas par dire, ça c'est mon travail. Dans le web, ça c'est 100. C'est pourquoi dans les agences web, comme les nôtres, les gens nous disent, mais comment vos salariés, ils arrivent à midi et demi, ils repartent. Parce qu'en fait, c'est des lieux où, si ce n'est pas sincère, ça devient bloqué. Et donc, on est obligé de faire du pointage et ça devient une entreprise invivable. Les agences web, soit c'est sympa, soit c'est invivable. Toutes celles et ceux qui ont bossé dans les agences, c'est la même conclusion. Soit c'est sympa, le cadre est sympa et que tout le monde peut être sincère et dire, moi, nous on a des salariés qui nous disent, j'ai trop bu hier et je n'ai pas pu me réveiller. Alors que moi, j'avais la même chose à 25 ans, je disais, et je bossais en agence, ma grand-mère, je l'ai tuée 150 fois en une année, jusqu'à ce que mon chef me dise, elle est morte combien de fois? Et en fait, ce n'était pas vivable. Et souvent, ce qu'on dit à nos salariés, qu'on dit à des associations où on travaille, il faut que vous trouviez un intérêt pour vous. Parce que ceux que vous voulez combattre, ils trouvent un intérêt tous les jours de faire ce qu'ils font. Si vous voulez combattre le capitalisme, ils trouvent un intérêt tous les jours de faire du capitalisme. Si vous voulez combattre des masculinistes, ils trouvent un intérêt tous les jours d'être masculinistes, de penser que les femmes sont des moins que rien, ainsi de suite. Donc chaque fois que vous avez quelqu'un en face qui est dans un système rigide, dites-vous qu'il trouve un intérêt personnel. Donc vous devez trouver du plaisir, rire, faire la fête de ce que vous faites. Il faut que vous y trouviez un intérêt. C'est aussi ça le message qu'on voulait faire passer, parce que le web, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour nous aussi.